Donc, bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus cet après-midi pour cette conférence où je vais retracer la vie artistique d'Henri Martin et parler de ses tableaux de chevalet et de ses grands décors. Et en venant ici, vous avez dû voir l'un de ces décors des années 1930, celui qui orne la cage d'escalier de la mairie. Le micro. Un peu plus. D'accord. Voilà, un peu plus. Voilà, c'est bon. Allez-y, faites un essai. Est-ce que ça va mieux comme ça? Donc cette conférence s'appelle « Redécouvrir Henri Martin », puisque si de son vivant Henri Martin a été un peintre tout à fait reconnu et a eu de très nombreuses commandes de la part de l'État notamment, après sa mort en 1943 jusqu'au début des années 2000, il a connu toute une période d'oubli et en témoigne par exemple Madame Juskiwinski qui en 1973 a fait sa thèse sur Henri Martin et à cette époque-là on a essayé de la dissuader d'étudier ce peintre que l'on pensait tout à fait dépassé et désuet. Et depuis une quinzaine d'années, il y a un certain nombre d'événements qui nous ont permis de redécouvrir l'intérêt de la peinture d'Henri Martin et toute sa diversité. Et il y a eu notamment l'exposition 2008 que nous avons organisée avec le musée des Beaux-Arts de Bordeaux et le musée de la Chartreuse de Douai, qui était une exposition rétrospective sur les peintures d'Henri Martin dans les collections publiques de France. En 2012, il y a eu une vente aux enchères très importante à Rennes sur une collection particulière d'une quarantaine d'œuvres d'Henri Martin qui ont été redécouvertes à ce moment-là. Et nous avons eu l'opportunité d'en acquérir 16, ce qui nous a permis vraiment d'enrichir grandement nos collections d'Henri Martin. Et depuis quelques années, nous avons aussi des demandes de prêt de plusieurs musées français mais aussi étrangers, que ce soit en Suisse, au Danemark ou au Japon, pour quelques-unes de nos toiles. Et à chaque fois, c'est une contextualisation nouvelle des œuvres d'Henri Martin, que ce soit dans le courant néo-impressionniste ou par rapport à des amitiés, comme avec les peintres Henri Marre ou Henri Le Sidaner. Donc, ce premier autoportrait d'Henri Martin, il a à peu près 50 ans et il est dans les collections du musée d'Orsay. Alors, on va commencer très simplement par la vie d'Henri Martin, qui est né en 1860 à Toulouse, dans le quartier Saint-Michel. Il est issu d'un milieu très modeste, puisque son père est ébéniste et sa mère est marchande de draps. Donc en fait, sa vie professionnelle était toute tracée, puisque son père lui avait réservé une place comme commis auprès d'un marchand de tissus. Mais très tôt, Henri Martin a compris qu'il avait une vocation artistique. Il avait certains des amis de son père qui étaient, on peut dire, des peintres ou des artistes amateurs, et ils ont commencé à lui donner quelques cours. Et à force de ténacité, Henri Martin a décidé, son père, à lui permettre d'assister aux cours du soir de l'école des Beaux-Arts de Toulouse. Là, il a montré toutes ses dispositions pour la peinture et son père a enfin accepté de le laisser aller aux cours normaux en journée de l'école des Beaux-Arts. Et là, il suit notamment les cours de Jules Garipuy,
qui était un élève de Delacroix. Et là, par exemple, il réalise cette étude, cette académie masculine, auquel on donne aussi le titre d'Orphée à cause de la lyre qui est juste au pied du personnage. Et au cours de ses études, Henri Martin se lie avec un certain nombre de jeunes artistes, d'élèves, qui vont rester ses amis tout au long de sa vie. Et parmi eux, Jean Rivière, qui était un sculpteur, et dont vous avez un portrait ici, donc vers l'âge de 20 ans. Donc Henri Martin suit finalement une scolarité relativement normale pendant 2 ans à l'école des Beaux-Arts de Toulouse, et il passe des concours et il gagne un prix qui lui permet d'avoir une bourse et de pouvoir aller étudier à Paris. Et donc là, il va choisir l'atelier de Jean-Paul Laurens, qui est qui est lui aussi originaire de la région toulousaine. Et là, il va y rester quelques années. Et il va beaucoup apprendre auprès de Jean-Paul Laurens. Donc voici un exemple de la peinture historiciste de Laurens, avec la mort de Caton d'Utique. C'est un artiste qui avait un très grand soin des détails, on va dire, archéologiques, historiques, qu'il mettait dans ses œuvres pour chaque épisode historique qu'il représentait. Et il y avait une certaine théâtralisation, une dramatisation des représentations. Il essayait toujours de trouver des moments extrêmement forts, et il y a souvent des jeux de regard ou des gestes très théâtraux qu'il donne à ses personnages. Donc Henri Martin va être toute sa vie très reconnaissant de ce qu'il va apprendre auprès de Jean-Paul Laurens, mais il y a quand même un gros problème, c'est que finalement il n'est pas du tout à l'aise dans ce genre de peinture, même s'il va l'illustrer, parce qu'il sait que pour sa carrière, il faut qu'il réponde à un certain nombre de demandes de la part de l'État ou des institutions. Donc par exemple, je vous montrerai ensuite, il a représenté par exemple des épisodes tirés de la littérature, de la poésie, parfois de l'histoire, dans cette veine-là. En 1881, il va épouser Marie-Thérèse Charlotte Barbaroux, qui va rester sa compagne jusqu'à la fin de sa vie et qui va lui apporter une vie très, très stable. Et c'était une jeune fille qui avait suivi des cours de pastel, donc elle avait aussi un tempérament artistique, même si elle n'a pas eu de carrière artistique. Et Henri Martin, toute sa vie durant, a tenu son jugement en très haute opinion, et c'était toujours la première à voir ses réalisations et à lui donner son avis. Et donc, tout au long de sa carrière, il va se servir de sa femme comme modèle, et on va retrouver son visage ou sa silhouette dans de très nombreuses compositions. Et ce qui est très touchant, c'est qu'elle va rester, même jusqu'à la fin de sa vie, la jeune fille de 20 ans qu'il a épousée. Donc là, par exemple, dans cette étude qui date de 1910-1914, elle a moins de 50 ans. Mais voilà, c'est comme si le temps n'avait pas de prise sur elle. Et ensemble, ils vont avoir 4 garçons, 4 fils, et il va falloir bien gagner sa vie pour pouvoir les élever.
Et c'est pour ça aussi que Henri Martin va avoir à cœur de réussir, c'est pour avoir les moyens financiers de soutenir sa famille. Donc voilà le genre de peinture qu'il réalise à cette époque-là, dans le genre de Jean-Paul Laurens, une étude pour un tableau qui s'appelle Le Châtiment de Caïn, donc avec une gamme chromatique assez limitée, beaucoup de dramatisation dans la représentation. Mais en fait, ce qui va le faire un petit peu changer d'avis, c'est une bourse qu'il reçoit pour pouvoir voyager en Italie. Donc là, il a 25 ans et pour lui, c'est un véritable choc. Il voit les peintures de Giotto, de Masaccio et il est complètement subjugué par les couleurs et par la lumière que dégagent ses œuvres. Et à partir de là, il dit qu'il commence à peindre avec amour, c'est-à-dire qu'il fait rentrer vraiment l'émotion, le sentiment dans sa peinture. Et c'est à cette époque-là que sa touche commence à changer. Donc là, il a une touche encore très lisse, c'est une peinture très lisse, et petit à petit, sa touche va se diviser. Et en 1889, il va réaliser un très grand décor, une très grande peinture qui fait plus de 13 mètres de long, qui représente la fête de la Fédération. Donc un sujet historique qui est en phase avec le centenaire de la Révolution française en 1889. Et cette œuvre fait scandale parce qu'en fait, il commence à utiliser une touche un petit peu impressionniste, divisée, pour représenter ce sujet. Donc un sujet traditionnel, mais une technique, une manière qui ne l'est pas encore. Et à partir des années 1890, il va aussi s'ouvrir au symbolisme. Il admirait beaucoup Puvis de Chavannes notamment, et ça donne l'occasion à Henri Martin de réaliser quelques tableaux dans cette veine symboliste, comme À chacun sa chimère, qui se trouve au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, où on a une procession d'êtres, de personnages divers et variés, dans un paysage désertique. En fait, c'est une illustration d'un des petits poèmes en prose de Baudelaire. Donc, heureusement pour lui, ce tableau est acheté par l'État, qui le dépose au musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Mais ce n'est pas encore pour Henri Martin le succès ou la reconnaissance. À cette même époque, il va faire la connaissance de Joséphin Péladan, qui se fait appeler le Sar Péladan, qui crée le Salon des Roses-Croix. Et pendant pratiquement une dizaine d'années, Henri Martin va exposer à ce salon. Même si, au bout de quelque temps, le Sar Péladan va fortement critiquer les tableaux d'Henri Martin parce qu'ils ne sont pas assez dans l'idéal, dans quelque chose de complètement imaginaire. Il y a toujours un lien avec le concret, avec le quotidien chez Henri Martin, notamment dans les décors où il place ses personnages. Et donc, par exemple, Joséphin Péladan va critiquer un des tableaux d'Henri Martin en disant que son procédé est laid. C'est vraiment pas que
Ces sujets sont certes bien conformes à l'idéal des Rose-Croix, mais la touche un peu papillonnante et vibrillonnante d'Henri Martin n'est pas ce qu'il faut pour représenter ces sujets. Donc il pensait peut-être notamment à ce tableau, Le berger et ses 3 muses, où on voit flottant dans l'air trois personnages, 3 femmes vêtues de blanc avec une lyre, que l'on retrouve dans d'autres tableaux, notamment le bois sacré qui est au musée d'Orsay. Et donc on a à la fois un sujet complètement symboliste, idéaliste, et un paysage qui est un paysage lotois, ou en tout cas du Midi toulousain. Alors cette période symboliste, on l'a redécouverte en 2012 grâce à la vente aux enchères de la collection de Paul Riff, qui était un magistrat, d'abord avocat, et puis il est devenu président de la cour d'appel de Douai. C'est là qu'il a fini sa carrière, et c'était un amateur d'art, et il a collectionné au moins une 40aine de tableaux d'Henri Martin, ainsi que des tableaux de Jean-Paul Laurence. Donc parmi les tableaux de cette collection que nous avons achetés, nous avons la justice. Alors peut-être que c'est un sujet qui a particulièrement touché Paul Riff, puisque c'est une allégorie de la justice, avec en arrière-plan des pins, une forêt assez profonde, assez impénétrable. Un autre très beau tableau qui est la rêverie automnale, avec cette jeune fille qui est entre l'enfance et l'adolescence, et qui est en quelque sorte comme protégée dans cette forêt de pins. La couleur orangée de sa robe est en accord avec le tapis de feuillage au sol. Et là aussi, on ne sait pas très bien si il s'agit d'une jeune fille idéale, d'une nymphe, ou d'une jeune fille de son entourage. En tout cas, vous ne le voyez peut-être pas sur la diapositive, mais un très beau travail de touche avec des traits ascendants pour la robe, qui accentue le mouvement des lancements vers le ciel, des troncs d'arbres. Et pour le visage, au contraire, on a un traitement en tout petit pointillé. Méditation, encore une jeune femme méditative, ça c'est un des thèmes récurrents chez Henri Martin, au moins dans cette période. Et là, il travaille aussi sur le contraste entre les ombres et le visage de cette jeune femme dans l'ombre, et qui se détache sur un fond extrêmement lumineux. Alors, le vêtement de cette jeune femme, elle la rattache plutôt aux représentations, aux peintures italiennes médiévales. Et il y a beaucoup de tableaux comme ça qui sont plus des allégories que des portraits à proprement parler. Donc c'est le cas aussi de cette jeune femme à la robe fleurie. Et là, le symbolisme est très subtil, puisqu'elle est perdue dans ses pensées,
et sa robe est parsemée de pensées, donc de petites fleurs violettes avec un cœur noir. La muse pensive au jardin, dans des tonalités, des camailleux de vert, elle disparaît presque dans la végétation. Alors c'est bien une muse et pas une simple jeune fille, puisqu'elle tient une lyre à la main. Et le seul point un peu lumineux dans cette composition, c'est le pan de mur en haut, au centre. Et donc on a vraiment ce sentiment de solitude qui est accentué par ce travail presque monochrome sur les différents vers de la végétation. Alors la vente de 2012 a aussi mis en avant, alors je ne sais pas si on peut vraiment dire une veine religieuse chez Henri Martin, mais en tout cas, il a réalisé un certain nombre de toiles à sujet religieux, même si lui-même n'était pas quelqu'un de vraiment religieux, on va dire. On peut penser que c'était plutôt dans le cadre de commandes, comme ce Christ et la Samaritaine, donc là un thème très, très classique, une représentation très classique du Christ, mais le décor est celui d'une ferme du Midi toulousain. On peut y rattacher ce profil au voile, même si en fait ici le sujet religieux est presque un prétexte en fait pour une étude, encore une fois, sur les contrastes entre les zones d'ombre et les zones lumineuses. Et en fait, ce petit tableau qui est assez, on va dire assez touchant, qui représente Saint François d'Assise, on est en plein dialogue avec le frère Soleil. Et peut-être qu'on peut en quelque sorte y voir Henri Martin lui-même, et qui avait une relation tellement intime avec la lumière, puisque c'est bien la lumière qui, petit à petit, devient le sujet central de sa peinture. C'est comment rendre les effets lumineux tout au long de la journée ou des saisons, et comment donner à voir au spectateur ce que lui-même a vu et a ressenti. Et d'ailleurs, il le dit, il l'écrit relativement tôt dans sa vie de peintre, notamment dans une lettre à un de ses camarades. Il écrit « Lorsque je sors, après une bonne journée de travail, il a fait soleil et le ciel est encore coloré par les teintes mélancoliques du couchant. J'ai donc encore un peu de lumière pour voir. Oh, je dévore de mes yeux. J'apprends. Si j'osais et si je le pouvais, j'embrasserais la nature. Oh, c'est elle qui est notre beau modèle, et que de peintres l'insultent. Doux moment où je suis lancée dans cette voie. Quels élans, de quel feu ma poitrine se dilate. Ô mon ami, apprendre, savoir, pouvoir rendre ce que l'on sent, savoir enfin, c'est si grand, si beau. Arriverai-je à ce point tant désiré? Mon cœur est tellement plein que je dois me taire. Je suis fou, et il faut l'être, mais je me tais. Donc en fait, Henri Martin, relativement tôt,
comprend que c'est au contact de la nature qu'il va apprendre le plus. Auprès de Jean-Paul Laurens, il apprend l'art de la composition, du dessin, mais c'est vraiment en étant au contact direct avec la nature, avec le concret, qu'il va pouvoir développer son art personnel. Alors pour terminer sur cette période symboliste, ce petit tableau qui s'appelle Charité. Et alors si on y passe un peu trop rapidement devant, on ne verra que l'extérieur d'une maison, avec son petit escalier qui monte à l'étage d'habitation. Mais en fait, dans la partie supérieure, vous avez un ange. Voilà, c'est l'intérieur de ses ailes roses. Il tient des phylactères et c'est lui qui va faire cet acte de charité dans cette maison de villageois. C'est un tableau qui est très calme, très serein, qui vraiment dégage un grand sentiment d'harmonie et de quiétude. Et donc c'est en fait à ce moment-là, à la fin des années 1890, qu'il commence à être reconnu, qu'il a un certain nombre de commandes, notamment pour des grands décors. Et en fait, d'une certaine façon, Henri Martin va renouveler son art en devenant aussi paysagiste. Donc là, on le voit au tournant de sa vie, 1899, il va avoir près de 40 ans. Donc ici, c'est un portrait par son ami Bellery Desfontaines. Il le représente dans son atelier en train de peindre des toiles symbolistes. Donc, notamment le tableau sur lequel il est en train de travailler, qui est encore une jeune fille pensive. Derrière lui, une autre toile qui représente la douleur. Donc c'est une femme toute voilée de noir qui porte un cœur lumineux. Et même le cadre qui a été dessiné par Bellery Desfontaines, orné de chardon, est tout à fait dans cette perspective symboliste. Et puis en 1899, Henri Martin va acheter une maison dans le Lot, dans le village de la Bastille-du-Vert. Ça faisait déjà un petit moment qu'il voulait acheter un pied-à-terre dans la région toulousaine. Et donc il avait sollicité un certain nombre de ses amis pour l'aider à trouver une maison. Et c'est son ami Henri Marre qui va l'amener à découvrir le Lot. Et finalement, donc, il va acheter une maison qui s'appelle Marquerolles. Donc là, Henri Martin, dans son atelier parisien, et ici, Henri Martin, dans le Lot. Alors, sur la photo en haut à gauche, vous le voyez en train de partir travailler au petit matin. Il va peindre des paysages, les paysages qui sont autour de sa maison. Donc il a tout ce qu'il faut, le chevalet, les toiles, les pinceaux et aussi les sabots pour éviter de mouiller ses chaussures avec la rosée des prés. Et puis l'autre photographie le représente dans son jardin qu'il a aussi beaucoup peint. Alors le village de la Bastille-du-Vert est un petit village qui
encore aujourd'hui, n'a pas beaucoup changé. Donc si vous allez le voir, bien, vous allez retrouver les mêmes paysages, les mêmes couleurs, les mêmes lumières. Donc là, c'est ce qu'il voit depuis sa maison de Marquerolles, qui est un petit peu sur les hauteurs. La vallée du Ver, alors le Ver c'est la rivière qui passe à la Bastide. Et donc on voit les champs cultivés, les prés, les peupliers dans le fond de vallée, l'église, les maisons et les collines. Et dans ce village qu'il va peindre pendant 40 ans, il y a des motifs récurrents, qui sont vraiment des motifs sur lesquels il va pouvoir travailler toujours pour essayer de rendre la lumière et les couleurs spécifiques à chaque moment de la journée et à chaque saison. Donc ici, c'est le petit matin et c'est le printemps. Le pont de la Bastide du Ver, avec ses deux arches. Là aussi, il l'a peint des dizaines de fois, mais il réussit à chaque fois à faire un tableau différent en variant la position où il se trouve, le cadrage, l'heure, la saison. Parfois, il y a des personnages aussi qui apparaissent, des femmes qui lavent leur linge au bord de la rivière ou un passant. Et la maison elle-même qui va être... il y a quelques motifs, notamment la porte d'entrée, la porte verte. Alors, vous voyez Marquerolles telle que la maison est aujourd'hui, donc elle n'est pas habitée, mais vous voyez, ça vous donne une petite idée de ce que ça pouvait être grâce au tableau. Donc là, on est vraiment devant l'entrée et ici, voilà, on est dans l'entrée et on a l'encadrement de cette porte qui va être aussi un motif. Alors, soit avec une échappée vers le jardin, soit avec un personnage à contre-jour, comme Jacques Martin Ferrière, le dernier fils d'Henri Martin, qui lui aussi a été peintre. Donc des études de contraste entre les ombres, les lumières, et dans le cas du portrait du fils, entre le caractère immobile du personnage et la végétation à l'arrière-plan qui est extrêmement foisonnante et pour laquelle Henri Martin utilise une touche virevoltante. À Marquerolles, il y a aussi des bassins qu'Henri Martin représente. Voilà, aussi un portrait d'une jeune femme qui devait être une des proches d'Henri Martin. On ne sait pas toujours forcément qui est représenté. Et puis la tonnelle, la pergola, que l'on va retrouver comme décor d'un certain nombre de ces grands décors. Donc en fait, Henri Martin, à la belle saison, il est plutôt dans le Lot, on va dire que de Pâques à la fin de l'été, il est à Marquerolles. Et puis, à partir de 1912, il va aussi acheter une maison à Saint-Cirque-la-Popie, autre village lotois. Là, il va y passer souvent le début du printemps. Et puis en 1923, il achète une maison à Collioure. Donc là, il va plutôt y passer la fin de l'été et le début de l'automne.
pour chaque village, sont des choses différentes qui l'intéressent. À Saint-Cirque-la-Popie, c'est l'étagement des plans, c'est vraiment la géométrisation des toits, des bâtiments. Et à Collioure, c'est comment l'élément aquatique et l'élément terrestre s'interpénètrent et s'harmonisent. Et puis, Henri Martin a aussi un appartement et un atelier à Paris. Donc, il a fait quelques vues des toits parisiens en hiver, sous la neige. C'est pas la saison qu'il a le plus représentée, quand même. Et donc, en fait, pendant la belle saison, donc printemps, été, début de l'automne, il pouvait aussi partir en vacances chez des amis du côté de Marseille, Martigues, ou en Italie, ou en Bretagne. Donc il bougeait beaucoup et il travaillait tout le temps. Et il faisait beaucoup de croquis, de dessins, à la fois de paysages, de personnages, des portraits de ses amis. Et en fait, tout ce matériel artistique, il l'utilisait ensuite en hiver, quand il revenait à Paris, dans son atelier, pour composer ses grands décors. Et donc, il reprenait tout ça, il digérait tout ça, et c'est pour ça qu'il y a des choses que l'on reconnaît entre les tableaux de Chevalet et les grands décors, c'est que les uns nourrissaient les autres. Si je le retrouve... Alors, juste pour vous donner aussi un autre aperçu de l'art d'Henri Martin, il a aussi participé à la décoration de certaines pièces, des salles à manger, des salons chez les particuliers. Et donc là, il travaillait de concert avec ses amis sculpteurs ou ébénistes comme Jean Rivière ou Bellerie des Fontaines. Donc Saint-Cirque-la-Popie, quand il fait beau, quand il pleut, les couleurs changent, la luminosité n'est pas la même. Donc il y a la ronde, voilà, la ronde des heures, la ronde des saisons qu'il essaie de retranscrire. Le matin ou le soir, comme ici, avec la vallée du Ver au crépuscule. Ou les chaumières au soir. Là, un tableau qui est très intéressant parce que Henri Martin sait aussi jouer entre ce qui est très apparent et ce qui est caché. En fait, dans certaines de ses toiles, il incite le spectateur à prendre son temps pour regarder le tableau. Et en fait, quand on regarde cette œuvre, ce qui va nous frapper en premier lieu, c'est le pan de mur très, très éclairé, très lumineux, qui est frappé par les derniers rayons du soleil. Et ensuite, on va voir ce personnage qui est, lui, d'une facture beaucoup plus classique, un peu plus léchée, on va dire. Mais parfois, on ne va pas voir le troupeau de moutons qui est juste derrière ce vieil homme. Et c'est normal parce qu'en fait, les moutons ne sont pas peints individuellement, mais c'est l'idée du troupeau qui est représentée, le troupeau en mouvement, et surtout dans un moment, on va dire, entre chien et loup, où déjà, voilà, l'ombre envahit les rues du village, où les formes se font moins distinctes, et même, on va dire, quand on est un professionnel de musée, eh bien, on peut passer plusieurs jours
sans avoir repéré ce troupeau de moutons qui existe bel et bien. Et ici, on a la même maison, mais dans une autre configuration. Donc on a un vieux monsieur avec son troupeau de moutons, et ici on a une vieille femme avec sa chèvre. Donc Henri Martin s'amuse à reprendre les mêmes décors, mais dans des compositions différentes. Et pour terminer avec ce côté pastoral, le berger rentrant ses moutons, où là on a quelque chose qui est proche du camailleux, de gris et de brun. Et là encore on a une sorte de contraste entre la silhouette bien déterminée du berger et le troupeau de moutons qui rentre dans la bergerie, mais avec des formes un peu indistinctes. Donc Henri Martin va rester fidèle à la Bastille du Vair pendant plus de 40 ans. C'est là qu'il va se réfugier en 1939 et c'est là qu'il va mourir en 1943. Un peu bêtement, puisque c'était au mois de novembre et puis il est resté un petit peu trop longtemps dehors en train de peindre. Il n'a pas senti qu'il prenait froid, qu'il faisait froid, et donc il est mort ensuite en quelques jours d'un état grippal. Et c'est dans le cimetière de la Bastille du Vair qu'il est enterré. Donc là, c'est un des derniers autoportraits qu'il a réalisé. Et ce qui est assez troublant, on va dire, c'est que en fait, il n'a pas vraiment dessiné ses yeux derrière les lunettes, mais on a quand même l'impression qu'il nous regarde, même avec un petit sourire narquois. C'était quelqu'un, vous voyez, qui est vraiment représenté en vêtements de tous les jours, au quotidien. Donc c'était quelqu'un qui, certes, a quand même cherché les honneurs, les récompenses, les commandes, mais qui, en tout cas, à la Bastille du Vair, était resté quelqu'un de très simple. Alors maintenant que vous avez vu un petit peu toute la vie artistique d'Henri Martin, il y a quand même une question qu'on peut se poser, c'est comment déterminer la touche d'Henri Martin. Alors il y a plusieurs termes qui parfois viennent à l'esprit, c'est néo-impressionniste, divisionniste, pointilliste. Bon, c'est parfois un peu compliqué de tout démêler. Alors le terme de néo-impressionniste, c'est un terme qui a été popularisé par le critique d'art Félix Fénéon. Mais peut-être que pour Henri Martin, c'est plus parlant de parler de divisionnisme, c'est-à-dire qu'il fractionne sa touche et fait des tâches qui ne sont pas forcément des points. Donc ça va dépendre de ce qu'il représente et parfois même il peut faire des traits. Donc sa touche, elle va être virgulée, virevoltante, parfois pointilliste, mais il n'obéit pas à une théorie ou à une école particulière. En fait, comme il l'a expliqué, il a développé cette touche, cette technique, parce que c'est ce qui lui semblait le plus approprié pour traduire ce qu'il ressentait devant la magie de la lumière et de la couleur. Et donc pour montrer la différence, des artistes comme Signac ou comme Achille Lauger sont vraiment des pointillistes et ils obéissent à des
théories bien définies, avec une touche très régulière et ronde. Et comme vous le voyez sur cette étude, chez Henri Martin, on a quelque chose d'un petit peu plus fouillis et un petit peu plus vivant. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que même à cette époque, dans les années 1920, il est encore la cible d'attaque de critiques qui n'acceptent pas, on va dire, ce côté empirique d'Henri Martin. Donc, par exemple, en 1923, on a un certain Léon Verte qui écrit « Ainsi, M. Henri Martin, ce pauvre qui a honte de sa pauvreté, cet ouvrier médiocre qui a honte de son atelier, a tenté de voler Pissarro, Monet, tous les impressionnistes et les néo-impressionnistes. M. Henri Martin a fait des points, mais il n'a pas compris pourquoi. La notion de division ne pouvait entrer dans ce cerveau de massier toulousain. Nul ne s'est dressé comme lui, au creux de la vallée, un pont en nougat ou en plum pudding, où s'incorporent le raisin de Corinthe, la pistache et l'angélique. » Voilà, c'était pas très gentil. Donc, ce qui peut nous étonner, que voilà, encore dans les années 1920, cette technique impressionniste ou néo-impressionniste et encore des détracteurs. Mais ça n'a pas vraiment blessé Henri Martin, même si c'est plutôt son fils qui, dans un livre qu'il a consacré à son père, a repris un petit peu toutes ces critiques et a tenté de les désamorcer. Voilà un petit détail pour vous montrer aussi que dans certains cas, les toiles ne sont pas couvertes d'une préparation ou d'un après. Henri Martin pose directement la peinture sur la toile. Et donc ce que vous voyez en marron, c'est la couleur de la toile, c'est la toile elle-même. Mais a priori, ça ne gênait pas vraiment Henri Martin parce qu'en fait, pour bien apprécier ces tableaux, il faut un certain recul. Si on est trop près, on ne voit que la tache en voile. Voilà. Et il faut du recul pour qu'en fait, son système de juxtaposition des touches prenne tout son sens et qu'on voit émerger des formes. Là, un petit peu plus tard, un grand décor. Oui, c'est pas vraiment des ronds, c'est des grosses taches. Et là, d'autres détails de fleurs. Donc, Henri Martin faisait vraiment un mélange sur sa palette des différentes couleurs, alors que pour d'autres artistes comme Seurat, c'est l'œil qui va faire le mélange des couleurs. Pour ça qu'il y a des juxtapositions de couleurs pures. Henri Martin, lui, pas du tout. Il fait ce mélange coloré sur la palette. Alors encore un détail de grand décor où on a à la fois des traits, des taches. Et on va terminer maintenant par les grands décors, puisque c'est un petit peu ça qui nous réunit aujourd'hui. Alors Henri Martin, c'était quelqu'un qui travaillait vraiment beaucoup sur ses compositions et qui faisait des dizaines et dizaines de dessins préparatoires, de pochades, d'études. Donc par exemple, en 1906,
il montre 2 grands décors pour le Capitole de Toulouse, les Faucheurs et les bords de Garonne. Et il montre en même temps 87 études, dessins, croquis ou pochades. Et comme je vous l'ai dit, tout au long de la belle saison, il va collecter une multitude, une myriade de détails pour nourrir ces grands décors. Ça ne veut pas dire qu'il va utiliser après tous ces détails, mais il en a besoin. Et donc il commence par des dessins, des études au crayon, comme ici. Autre étude, alors, Jean-Paul Laurens, donc son maître, qui va représenter parmi les personnages des bords de la Garonne. Donc c'est ce qui montre bien que même s'il s'est éloigné du style de Jean-Paul Laurens, il lui a gardé pendant toute son amitié et son estime. Parfois des dessins à l'encre de Chine, à la plume. Donc ici on a la place de la Concorde. Et ici, une autre étude pour un grand décor à Marseille. Et notamment pour les personnages, chaque attitude, elle a fait l'objet d'une pose par un modèle souvent non professionnel. C'est les gens de sa famille, ce sont les gens de son village, ce sont les gens qu'il peut croiser, qu'il peut rencontrer au cours de ses déplacements, de ses vacances. Et c'est ce qui lui permet d'avoir une grande vérité dans la représentation des hommes et des femmes, d'autant plus que la plupart du temps, ce sont des personnages en train de travailler. Donc il faut qu'il ait vraiment le geste juste, l'attitude juste, pour rendre hommage à ces hommes et ces femmes en plein travail. Après les dessins au crayon ou à l'encre de Chine, on a les études, les pochades, donc des choses très, très rapides, mais déjà avec une étude du modelé, notamment des visages. Et ensuite, donc, on a les grands décors qu'il va réaliser dans son atelier parisien. Alors, les grands décors qu'il réalise, tout d'abord, on va retrouver ce que je vous ai dit pour sa vie artistique en général, sont plutôt des grands décors dont le sujet, la thématique est assez symboliste. Et ici, dans la galerie des illustres au Capitole de Toulouse, il a réalisé 2 panneaux et un plafond qui représentent l'histoire de la poétesse Clémence Isaure, qui apparaît à des poètes. Et parmi les poètes habillés de ce vêtement médiéval à capuche, il y a son ami Jean Jaurès, qui l'a aussi représenté sur les bords de Garonne. Donc voilà, les bords de Garonne. Donc, au Capitole de Toulouse, il y a une salle entière qui s'appelle la salle Henri Martin, qui a été décorée par lui et qui reprend un peu ses thèmes de prédilection. Donc on a à la fois les saisons, ici on a plutôt le printemps, et on a aussi les différents moments de la journée. Alors vous
tout le décor. Vous voyez que le panneau central, c'est plutôt le milieu de journée, l'après-midi, et puis le panneau qui est à droite, c'est la fin de journée. Donc Jean Jaurès, c'est sur le panneau central à droite, l'homme qui a un canotier sur la tête et qui regarde vers le ciel. Et a priori, c'était vraiment l'attitude de Jaurès lorsqu'il pensait, lorsqu'il méditait. Et c'est cette attitude de l'homme solitaire qu'ensuite Henri Martin va reprendre dans d'autres compositions pour illustrer le travail intellectuel. Alors, ce travail intellectuel, ça peut être aussi des enfants en train de lire. Ça peut être à la Sorbonne l'étude, donc c'est Anatole France et ses élèves qui l'entourent dans un décor un peu méditerranéen, mais toujours avec des arbres. C'est très important chez Henri Martin. Le travail intellectuel se fait la plupart du temps dans une forêt, au milieu des arbres. C'est comme une sorte de cocon un petit peu qui va protéger le penseur. Et c'est ce qu'on retrouve pour un des panneaux du Conseil d'État, donc avec le travail intellectuel. Et ici, le modèle, c'est un de ses amis, William Viennot, qui était bibliothécaire à la Bibliothèque nationale de France. Mais bon, certains critiques qui n'ont pas hésité à dire que Henri Martin n'était quand même pas le peintre de l'introspection. Voilà, c'est pas son sujet de prédilection. Lui, il préfère le travail manuel, le travail physique, qui est avant tout représenté par les travaux des champs, comme ici, dans la salle Henri Martin au Capitole, par les faucheurs. Donc ça, c'est vraiment un paysage typique de Fort-de-Vallée lautois, avec ses peupliers que l'on plantait à la naissance des filles et que l'on coupait au moment du mariage. On vendait le bois, ça faisait la dot de la fille. Et ici, on a vraiment une communauté en train de travailler. On fait comme un ballet d'hommes en train de faucher. Et puis, peut-être un côté encore un peu symboliste, avec la ronde des petites filles sur la droite. On a aussi la fenaison. C'est un peu le même thème. Henri Martin avait réalisé des décors pour la Villa Arnaga à Cambo-les-Bains, la villa d'Edmond-Rostand. Mais aujourd'hui, ces décors se trouvent en Suisse. Donc pareil, les hommes et les femmes rassemblés sur un même lieu et par une même occupation. Et puis on a aussi les travaux des vignes, bien sûr, notamment ceux qui sont représentés en Quercy. Ça, c'était une commande pour la préfecture du Lot. Donc on a les différentes étapes de la préparation des terres et puis ensuite des vendanges. Donc voilà, tout d'abord le labour. Ensuite, on va biner la terre. Donc, je vous ai mis le grand décor, ce grand décor
qui est en situation dans la cage d'escalier de la préfecture du Lot. Et puis ensuite, bien sûr, on a les vendanges, voilà, qui est l'apothéose de ce travail des vignes. Donc tout ça, ce sont des scènes que Henri Martin a vues et a retranscrites. Et sans doute des gens qu'il connaissait, des gens de son village. Il a aussi représenté le travail dans les ports, que ce soit à la Caisse d'épargne de Marseille ou au Conseil d'État. Donc là, toujours un symbolisme subtil avec 3 moments de la journée, donc 3 atmosphères lumineuses, l'aube, le midi et le soir, et aussi 3 moments de la vie avec l'enfance et la jeunesse à gauche. On a les petites filles avec leurs livres qui partent à l'école. Au milieu, la maturité, les hommes et les femmes au travail, en train de faire un travail sans doute pénible. Et puis le panneau de droite, la vieillesse, voilà, avec un couple âgé. Le travail industriel a été aussi un peu représenté par Henri Martin à travers un des décors au Conseil d'État qui représente l'aménagement de la place de la Concorde, où on voit plusieurs ouvriers avec des marteaux-piqueurs en train de travailler. Donc là, on a deux études qui nous montrent ces hommes en train de travailler. Et puis, dans certains cas, on a aussi des travaux typiquement féminins, des travaux de couture. Donc là, vous reconnaissez peut-être un détail du décor de la mairie du 5e. Et là, on arrive vers la fin de la vie d'Henri Martin, avec donc deux grands décors un peu particuliers. Quand il représente les hommes au travail dans les champs, on a l'impression que le temps s'est arrêté. On est un peu dans un temps hors du temps, quelque chose de cyclique qui revient, d'intemporel. Et finalement, l'histoire avec un grand H n'est pas très présente dans l'œuvre d'Henri Martin. Sauf peut-être dans ce grand décor qui évoque la Première Guerre mondiale, qui a été une commande du maire de Cahors pour remplacer un monument aux morts classique, puisque jusqu'au début des années 1930, la mairie et les associations d'anciens combattants n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur la construction d'un monument en pierre sculpté. Et donc le maire de l'époque a tenté quelque chose. Il voulait faire construire un petit bâtiment avec à l'intérieur ce triptyque en hommage aux soldats disparus. Donc il a bien commandé cette œuvre Henri Martin qu'il a réalisée très, très rapidement, mais au final ce petit bâtiment n'a pas été construit et donc ce décor s'est retrouvé dans la salle du conseil municipal jusqu'au début des années 70 où il a été déposé au musée de Cahors. Et donc là encore, on a à la fois quelque chose d'assez ancré dans la réalité, puisque à l'arrière-plan, dans la partie supérieure, vous avez le paysage de Cahors, avec en haut à gauche la cathédrale.
Tous les personnages qui sont représentés sont des gens qui ont vraiment existé, soit des habitants de la Bastille-du-Ver, soit des amis d'Henri Martin. Et lui-même s'est représenté à l'extrême droite. Il a un manteau marron, une barbe blanche, et juste à côté de lui, il y a sa femme. Et il y a aussi des choses imaginaires, on va dire. C'est-à-dire que la statue qui est au centre de la composition n'a jamais existé. Mais il a tenu à représenter dans cette œuvre la déesse Athéna, la déesse de la guerre intelligente, entre guillemets, où on se sert plus de son intellect que de sa force. Et puis il a, là encore, associé l'enfance, qui est le premier cercle qui entoure le pied de la statue. Et ensuite, on a les parents et les personnes âgées. Voilà, donc en cercle concentrique, on a encore une fois les trois âges de la vie. Et enfin, le décor qui est ici, donc qu'on appelle le jardin du Luxembourg ou le Luxembourg ou la vie au Luxembourg. Donc c'est un décor qui a été commandé par la mairie du 5e arrondissement en 1932 et qui a été terminé en 1935. Donc Henri Martin, c'était quelqu'un qui travaillait quand même assez rapidement. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles il a eu autant de commandes, c'est qu'on savait que quand on lui commandait quelque chose, c'était réalisé en temps et en heure, voire un peu en avance. Donc, à l'époque, ça coûtait 105 000 francs. Et donc là, on a une composition très, très équilibrée. Et pour une fois, on n'a pas des gens qui sont en train de travailler, mais qui sont dans le loisir. Donc on a une composition très symétrique autour du bassin central, avec donc, de part et d'autre une allée. Encore une fois, les enfants sont au centre de cette composition. Ensuite, on a les parents. Et ensuite, on a les grands-parents, les personnes âgées, sur les panneaux latéraux. Donc, c'est une composition assez classique et, on va dire, pleine de quiétude. Et pour cette œuvre aussi, il a fait beaucoup d'études que l'on retrouve soit dans des institutions, soit que l'on voit passer en vente aux enchères. Voilà les panneaux centraux. Et puis voilà quelques études. Alors pour terminer, il y a toujours donc des redécouvertes. Et parfois c'est le fait de passionnés d'Henri Martin ou des gens qui pensent avoir découvert quelque chose. Et c'est le cas d'un grand décor relativement tardif d'Henri Martin qui daterait de 1939. Qui se trouve au lycée La Fontaine, ici à Paris. Donc c'est un parent d'élève qui a vu ce grand décor et qui a dit tiens, on dirait du Henri Martin. Et effectivement, c'était bien ça. Et en fait, ce grand décor reprend cette composition d'Apollon et les Muses qui date de 1934
et qui se trouve encore aujourd'hui à la CCI de Béziers. Et donc on a Apollon au centre de la composition, qui est seulement vêtu d'une cape rouge et qui tient une lyre. Et donc en haut vous avez le grand décor que Henri Martin a retravaillé pour le lycée La Fontaine. Voilà, c'est une version un peu plus chaste, puisque Apollon est vêtu cette fois-ci d'une tunique blanche. Et à cette occasion, on a compris que notre étude, qui était dans nos collections, se référait non pas au grand décor de Béziers, mais à celui du lycée La Fontaine. Donc voilà, à la fin de sa vie, dans certains cas, Henri Martin revient à quelque chose d'assez symboliste, purement symboliste. Et puis la prochaine redécouverte, on va commencer à la faire très prochainement, ce vendredi. Alors il s'agit d'un grand décor qui fait 4 mètres sur 7, qui s'appelle La Fenaison. Il a plusieurs noms, mais on a choisi La Fenaison. C'est un grand décor qui est aujourd'hui la propriété du musée d'Orsay et qui est en dépôt chez nous et qui devrait intégrer la présentation permanente du futur musée Henri Martin, puisque actuellement nous sommes en rénovation et que voilà, le musée devrait rouvrir en 2020 avec une section Henri Martin augmentée. Donc ce grand décor, il est arrivé en 1995 à Cahors et depuis, eh bien, il n'a pas été déroulé. Donc c'est ce que vous avez dans la photo en bas. Donc c'est le rouleau, l'œuvre telle qu'elle est aujourd'hui. Et il n'existe qu'une photo en couleur, alors qu'on a réussi à dénicher dans un article de La Montagne des années 90, mais même le musée d'Orsay n'avait pas de photo en couleur de cette œuvre. Pour vous dire que ça va être une vraie redécouverte. Et donc, la première étape qui va avoir lieu vendredi, c'est qu'on va dérouler la toile pour la mettre sur un autre rouleau pour pouvoir la monter aux étages, aux espaces de travail du CICRP à Marseille, qui est un centre interdisciplinaire de restauration du patrimoine qui accueille un certain nombre de grands formats. Et donc ensuite, cette toile va être tendue sur un bâti et il va y avoir d'abord une étude préalable, c'est-à-dire qu'on va étudier, analyser l'état de l'œuvre telle qu'elle est aujourd'hui, et à partir de là, on va avoir des préconisations pour une restauration à proprement parler. Donc tout le monde est très impatient de voir à quoi ressemble ce tableau. En fait, apparemment, ça serait Les Faucheurs, mais dans le sens inversé. Alors, Henri Martin aurait repris le même modèle, mais en changeant l'orientation des personnages. Donc on va voir l'état, on va voir... c'est assez... pour nous, c'est une belle aventure. Voilà. Donc, je vais terminer sur cette ouverture, on va dire, vers l'avenir. Et moi, je ne peux que vous inciter, évidemment, à aller voir les grands décors d'Henri Martin qui se trouvent dans les institutions parisiennes. Si vous avez la chance de pouvoir le faire, que ce soit à la Sorbonne ou au Conseil d'État
Ou vous avez aussi quelques œuvres qui sont conservées au musée d'Orsay. Il y a un peu partout des tableaux d'Henri Martin dans les musées en France. Et puis voilà, si vous êtes patient, de venir en 2020 voir le nouveau musée de Cahors Henri Martin avec la fenaison, avec beaucoup d'autres tableaux de nos collections, mais aussi des dépôts de plein d'autres musées et institutions. Alors nous remercions chaleureusement Madame Maggiani, parce que déjà le déplacement n'a pas été évident en ces jours de péripéties, on va dire ferroviaires, de venir jusqu'à nous, de Cahors. Cela nous a permis de redécouvrir donc Henri Martin et de nous offrir un beau témoignage en fait de toute cette vie à la fois agricole, rurale, de la première moitié du XXe siècle. Voilà, si vous avez des questions à poser, Madame Maggiani répondra volontiers à vos questions. Oui, Madame. Vous connaissez les dimensions de la fenêtre? Alors, ça devrait être 3,80 m sur 7,80 m. Mais suivant les documents, on n'a pas tout à fait les mêmes dimensions. Ça peut varier d'1 mètre quant à la longueur. D'où l'importance de l'opération qu'on va faire ce vendredi, qui n'est pas seulement de changer le rouleau, mais aussi de vraiment mesurer la toile pour pouvoir commander un bâti, un châssis sur lequel tendre l'œuvre. Madame Fontaine. Juste savoir, elle était prévue pour où au départ, cette grande fresque? Alors, pour où, je ne sais pas exactement pour où. Elle a été de suite achetée par l'État et elle avait été pendant longtemps mise en dépôt à la mairie de Brive. Et elle ornait la salle du conseil municipal de Brive jusqu'aux années 90, où en fait il y a eu une réévaluation par une compagnie d'assurance des œuvres qui étaient présentées dans l'hôtel de ville. Et là, ils se sont rendus compte que ce grand décor, ça coûtait très cher à assurer. Donc la ville de Brive a dit reprenez votre toile. Et ensuite, voilà, c'était en 1990. Et ensuite, donc, le maire de Cahors, en 1995, a demandé le dépôt de cette œuvre, pensant la faire restaurer et la présenter. Et ça ne s'est jamais produit, finalement, jusqu'à aujourd'hui. Oui, allez-y. Oui, je voulais savoir comment vous expliquer, si c'est possible, qu'il n'est rien peint en dehors de la commande à laquelle vous avez fait allusion sur la guerre de 14, qui a été un vrai traumatisme, en particulier dans les campagnes, où les familles entières regardaient Camussin, etc. Même des pères missionnaires à Toulouse, enfin. Et quel a été le sort de ces 4 fils? Est-ce qu'ils sont tous connus? Alors, ces 4 fils ont tous atteint l'âge adulte, ils se sont tous mariés, ils ont eu Non, mais des... à la guerre, est-ce qu'ils... Ah non, ils ont survécu, oui. Donc lui, voilà, il n'a pas été touché, en tout cas, personnellement, évidemment, avec ses amis, dans sa famille, il y a eu des décès. Mais c'est vrai qu'il aurait pu faire un tableau, quelque chose, mais vraiment, il n'y a rien qui de la vie politique ou de la vie des événements politiques, etc. Il n'y a rien qui transparaît vraiment dans son œuvre. Ou alors il faut Et à Paris, on ne sait pas du tout les personnages qu'il a peints. C'est pas ça, c'est pas ça. Dans l'escalier. Oui. Dans le jardin du Luxembourg. Oui, c'est ça, dans le jardin du Luxembourg. Alors il y a peut-être certains personnages qui sont ses amis, et souvent on le sait parce que les familles ont conservé les études qui ont servi Henri Martin ensuite pour la réalisation des grands décors.
Donc peut-être que c'est le cas. Mais il y a sans doute aussi, parmi ces personnages, des gens du Lot, puisqu'ils faisaient des croquis, faisaient poser les petites filles, les petits garçons, les paysans, etc. Donc, pour le monument mort, c'est beaucoup plus clair, parce que, bon, on le sait, c'était une commande locale. Donc on sait, voilà, il y avait son ami le Sidaner, il y avait son fils Jacques, etc. Voilà. Peut-être. Oui, monsieur. La présence de Jaurès dans des compositions, et d'autre part l'abondance des achats et commandes de la République, me conduit à vous demander ce qu'on connaît de ses idées politiques, et en particulier, a-t-il pris position au moment de l'affaire Dreyfus? Alors, moi je ne connais rien de ces, voilà, de ce qu'il pensait, de ces politiquement ou socialement. Ce n'est pas un peintre qui a écrit déjà sur son art. On sait, voilà, mais il sait pas, non, là, on ne sait pas. Il n'y a pas eu d'études sur ça ou de recherche sur ça. Mais ça vaudrait la peine d'être. Oui, il faudrait savoir où chercher en fait. Après, son ami, voilà, Jaurès, il le fréquentait beaucoup. Il allait en vacances chez lui dans le Tarn. Et c'est même dans le Tarn, à Saint-Paul-Cap-de-Joux, que son dernier fils est né. Voilà. Donc c'était vraiment une amitié très, très profonde. Après, de ce qu'il pensait, on ne le sait pas. Il s'est très peu exprimé lui-même, il faut aller chercher parfois dans les correspondances. Mais ce n'était pas un théoricien où il n'a pas voulu prendre parti peut-être, ou se présenter comme tel. Comme il aurait pu signer comme Monet en faveur de Dreyfus, par exemple. On regardera. Alors, je vais vous dire ça, il faut que je le retrouve. Pourquoi il a dit la plus chic de Paris, enfin des amis les plus chics de Paris. Ah non, Martin, je ne pense pas que la C'est pas lui. C'est pas juste parce qu'en qui est 45, aujourd'hui elle existe déjà. parfaitement connu. C'est un nom qui nous évoque parce que nous avons les fresques dans l'escalier. Autrement, C'est pas lui. Non. Elle existait déjà en 45, alors c'est pas possible de s'en faire. ça n'a rien à voir. Oui, monsieur Giraud. A-t-on des échos sur ces rapports avec les autres peintres? Alors, je vais juste déjà répondre à la question sur là où il habitait à Paris. Il a d'abord eu un appartement rue d'Enfer Rochereau, puis boulevard Raspail. Et à partir de 1907, il a eu un atelier au dépôt des Marbres, rue de l'Université, à côté de celui de Rodin, qu'il admirait beaucoup. Et parmi les peintres connus qu'il appréciait particulièrement, il est Monet, même s'il n'a pas voulu le copier. Après, c'est des peintres qui sont peut-être un peu moins connus, comme Henri Marre ou Henri Sidaner. Voilà, c'est des gens, Boggio, sont des gens qu'il avait connus au moment de ses études, soit à Toulouse, soit à l'École des Beaux-Arts de Paris. C'est vrai que c'est quelqu'un ensuite qui, à partir du moment où il a vraiment adopté cette touche divisée, a été assez imperméable aux autres influences. Voilà, il est resté sur sa pratique à lui. Oui. Alors, moi, je n'ai jamais vu d'aquarelle de lui, mais c'est possible. Parce qu'on ne connaît pas tout de sa production. On connaît surtout ce qu'il y a dans les institutions françaises. Il a fait beaucoup, peut-être, mais moi je n'en ai pas vu authentifié. Voilà.
Est-ce que dans des collections privées, il y aurait des aquarelles d'Henri Martin? Peut-être. A-t-il encore des descendants? Pardon. A-t-il encore des descendants? Alors, actuellement, il a une descendante qui est son arrière-petite-fille. Et est-ce qu'il a eu un marchand d'art? Alors, je ne sais pas qui était son marchand d'art, ça n'apparaît pas vraiment. Et il a exposé dans beaucoup de salons, un petit peu partout en France, ce qui lui permettait de placer ses toiles. Voilà, oui. Pour avoir tant de commandes d'État, n'avait-il pas quand même des liens, des relations Oui, il avait des relations avec certains hommes politiques, des ministres, voilà. Moi, je n'ai pas vu le nom d'un marchand d'art. Monsieur, une autre question. Toutes ces toiles sont bien d'Henri Martin. Ici. C'est pas celle-là. Ah, celle-ci, elles sont bon, oui, parce que j'ai une autre signature. Oui. Pas celle-là. Voyons que les toiles dans les Grand escalier. Il y a à la mairie de Montreuil une grande fresque dont les dimensions sont de cet ordre-là, qui est de Signac. Et les teintes, la technique et le texte ont une similitude entre cette œuvre-là. Alors le titre de l'œuvre, c'est Autant d'harmonie. Oui, c'est ça. Autant de l'harmonie. Et on trouve une similitude, les œuvres d'Henri Martin. Il a été impressionné. Oui, c'est peut-être aussi l'art monumental de cette époque qui est assez marqué par Puvis de Chavannes et ses compositions très. Il y a vraiment de l'harmonie, la quiétude, etc. Qui sont. Là, c'est l'harmonie au sens positif ou réaliste, dans un cadre à la nature aussi. Il y en a une à la mairie du 6e aussi. Il me semble qu'il y en a une à la mairie du 6e. La Ligue du 6e. C'est possible. À l'Élysée aussi, il a fait des choses. Monsieur Vieux. Est-ce qu'il y a un ouvrage de référence? Alors, le dernier ouvrage que nous avons publié, nous, c'est le catalogue de l'exposition de 2008. Voilà, que vous pourrez regarder, qui est ici. Depuis, il n'y a pas eu de nouvelles publications. Si vous êtes intéressé par contre par l'œuvre d'Henri Martin, vous pouvez aller sur Internet. Madame Juskiewicz a mis en ligne sa thèse sur Henri Martin, avec un certain nombre d'illustrations. Donc voilà, si vous avez des questions sur Henri Martin, vous pouvez aller voir. Il n'y a pas pour des institutions étrangères? Pas à notre connaissance. Après, il y a un certain nombre de tableaux qui sont partis à l'étranger, mais ces commandes étaient, en tout cas de ce qu'on sait, purement françaises. Et puis il avait déjà assez de travail avec. Parce que les grands décors, vous disiez, il les faisait en temps et en heure, mais certains cycles lui demandaient plusieurs années de travail. Notamment le Conseil d'État, ce sont des œuvres assez immenses, ça lui a pris 10 ans pour tout faire. Il avait des collaborateurs pour les grands décors? A priori, non. Non. Alors c'était quelqu'un qui avait une très bonne santé, qui était très robuste, et on sait par des photographies que jusqu'à 80 ans, il pouvait monter sur des échafaudages pour aller réparer certains grands décors, notamment à Toulouse. Au début des années 40, il y a eu des infiltrations d'eau dans la salle Henri Martin, donc certaines peintures s'étaient dégradées, et il est allé reprendre un petit peu ses propres œuvres.
Et après, il n'a pas eu non plus vraiment de continuateur, d'élève, même si son fils Jacques a un petit peu repris sa touche et ses thématiques au début de sa carrière. Donc on n'est pas vraiment d'aide d'élève. Merci beaucoup de votre... La prochaine conférence, donc le 6 juin, c'est sur Racine à Paris. Ah d'accord. Je me permets de vous féliciter pour votre exposé, d'autant plus que j'ai fait moi-même une conférence au début du siècle, il y a déjà bien longtemps, et vous avez apporté des tas de notions nouvelles que je n'avais pas. Enfin, J'espère que chaque fois il y aura des découvertes nouvelles qui vont pouvoir... je pense, oui. Voilà, ça m'a fait grand plaisir. Je vous remercie. Merci à vous. Nous avons eu l'occasion d'ailleurs de voir votre maire à l'époque, dans les derniers Maire et Barriéreux. Monsieur Maurice Faure. Oula, d'accord. Vous voyez, il y a quelques années, qui malheureusement n'a pas pu venir à notre table parce qu'il n'avait pas pris de place, si vous voulez, sur les bords du Lot. C'était extraordinaire. Un bon souvenir pour nous, mais moins bon pour lui. Il était déjà assez connu. Mais en fait, je vous en prie. Merci beaucoup. Et nous avons été également à Douai, c'était aussi passionnant. Merci beaucoup, c'était passionnant. c'est intéressant aussi, mais alors est-ce qu'il vendait des toiles individuelles? Pas tellement alors. Je pense que si, puisqu'à Paul Riff, il en a vendu un certain nombre. Oui. Ah oui, d'accord. Donc, ah oui, il faisait les deux. Oui. Donc, il a bien réussi sa vie. Je pense qu'avoir 4 maisons à la fin de sa vie. Ah d'accord. Donc en fait, il a eu un bon destin. Alors. Tout à fait. Oui. C'est bien. Il n'a jamais connu la misère. Des débuts un peu difficiles, mais c'est normal. Et puis après, il n'a pas été comme Picasso. Il n'a pas été comme Picasso, mais quand même. Non. Aucune femme. L'épargne, tout ça, c'est très Troisième République. Oui. Non, mais c'était quelqu'un, justement, qui venait d'un milieu modeste et qui connaissait la valeur du travail. Oui, je pense aussi. Comme il l'a bien représenté, je pense que très respectueux des gens qui travaillent. Voilà. Question en 1849. Au moment de la guerre de 1870 à 1841, il n'a pas participé à la guerre. C'est un mélange. Il y a un an et... En 1860, ça faisait... En 1840. Il est né en 1860. Moi j'ai mal. Excusez-moi. Oui, effectivement. J'avais vu son sac. J'avais vu ce qu'il y avait. Pas de guerre chez lui. Ah non, pas du tout. Non, c'est vrai que c'était le travail. C'est ça. Voilà, des valeurs très... très l'effort, le travail, l'épargne, ça lui correspondait bien. Oui, puis les femmes viennent à tout à fait. C'est ce qu'on imagine en regardant sa peinture. Voilà, c'est ça, tout à fait. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup, madame. Avec plaisir. Maintenant, vous allez le repérer. Oui, tout à fait. C'est historien. Il y a eu un des historiens qui s'appelle aussi en reportage. Et c'est quelque chose assez classique. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas le Henri Martin du Monopoly. C'est pas celui-là. On le connaît, le Monopoly. Et vous êtes fermé, il est fermé depuis quand le musée? On est fermé depuis 2 ans et demi. Ah oui, déjà. Voilà, mais bon, la réouverture. 2020, ça fait encore 2 ans. C'est ça, donc il y a déjà une partie qui est rasée, qui est. Après, ils sont complètement reconstruits. Ah oui, toute laine Henri Martin, justement. Non, mais je passe souvent à Cahors, c'est pour ça que je pose la question. Oui. Si vous passez par la rue, Émile Zola, vous verrez, les archéologues sont en train de creuser. Merci beaucoup.
passé il y a un mois et j'ai déjeuné à Cahors. Bon, on attend, alors on attend. Merci beaucoup pour exposer. On peut se procurer. Alors ça, vous pouvez le trouver en librairie. Il y a un diffuseur, il y a un je l'ai vu chez Gibert l'autre jour aussi. Donc facile à trouver. Voilà, c'est celui de 2008. Il n'y a pas les nouvelles acquisitions. Ça vous donne déjà. Merci. Petite question basique, je reviens un petit peu à la fin de la présentation. De votre musée de Cahors porte le nom d'Henri Martin, parce que Henri Martin a donc terminé sa vie là-bas dans le Lot. Exactement, oui. Tout simplement. En fait, la famille a donné un certain nombre d'œuvres juste avant la mort d'Henri Martin, à ce moment-là. Et son fils, Jacques Martin Ferrière, a longtemps, on va dire, travaillé parce qu'on n'oublie pas l'œuvre de son père. Et donc, l'œuvre de son père. Et à la fin des années 60, début des années 70, il y a eu une petite rénovation. Ça va, et vous? Le monument. Bon. Et c'est à ce moment-là qu'on a donné le nom d'Henri Martin au musée de Cahors. Tout simplement. Merci pour la conférence. Le musée de Cahors. Oui, bien sûr. C'est bien, merci. Alors. Non, mais je vais vérifier qui était le point précis. Non, pas de souci. Je dis, mais demandez. Enfin, vous ne connaissez pas. Vous connaissez peut-être M. Père à la Sorbonne. Vraiment, M. la Sorbonne. Je ne me demandez pas M. Père, hein, j'ai déjà fait. C'est décomposé parce qu'évidemment, il allait lui demander. Et depuis, ça fait 8 mois que je l'attends. De temps en temps, quand je le croise dans la rue, j'ai fait « Hey, Lazon !» Bon, c'est pas tout, hein, on plaisante. Allez.